Les vraies voix du rugby, la seule émission du lundi qui ne parle que de rugby avec Philippe Spanghero et Johan Huget, nos consultants Sud Radio. Au sommaire ce soir, le rugby féminin et le sacre des Lionnes du Stade Bordelais, un triplé historique. Pour La Rochelle-Clermont, qui va se qualifier pour la phase finale dans ce top 14 avant la dernière journée. On parlera également du maintien dans cette émission. Benjamin Ourdapileta affole les compteurs. Le buteur de Clermont sera notre invité à 20h40. Il sera suivi à 20h45 d'un autre buteur légendaire, Pierre Villepreux, l'homme qui a inventé le coup de pied en beau temps, en fauchant. Pierre Villepreux sera avec nous pour revenir sur la célébration des 40 ans du titre de 85, titre toulousain bien sûr. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300 pour réagir et participer. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe Spanghero et bonsoir Johan Huget. Comment ça va ? Bonsoir messieurs. Salut François, bonsoir à tous et bon anniversaire à notre Johan national. Ah oui. Oh, c'est gentil, ça te fait combien là, Johan ? International, pardon. 28 ans. 28 ans, mais c'est vrai que tu as l'air toujours aussi jeune en fait. C'est ça qui est, et surtout fringant. C'est ça qui est assez impressionnant. Voilà, mais on va le voir aussi. Et on va, ouais, mais merci, ça m'intéresse, notamment d'un point de vue articulaire. Voilà. C'est la seule fois de ma vie où je double Johan Huget. Il se trouve que c'est en âge. C'est terrible. Oui, c'est vrai. Et tiens, il y a eu d'ailleurs des petits essais sympas qui ont circulé sur les réseaux là, Johan. Il y a eu des essais de tes essais qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ouais, là, c'était sympa. Ça rajeunit pas, hein, quand on voit la date, mais ça fait toujours plaisir. Ouais. Mais il y avait des cannes quand même, hein, ça pédalait, comme on dit. On s'est accroché. Ouais. On s'est accroché. Des fois, c'est la peur qui te fait courir vite. Voilà, c'est ça. Ouais, toi, c'est le qui je suis aussi qui te fait courir vite. Enfin bon, on va pas remuer les mauvais souvenirs. Les infos, très rapidement, Quentin. Avec 3 news. Et la première, c'est Aurillac qui a obtenu son maintien en Pro D2 dimanche en s'imposant largement à Chambéry lors du match d'accession 45-15. Dans le reste de l'actualité, le Stade Toulousain a battu le record de points inscrits par une équipe lors d'une saison régulière de championnat. 856 points inscrits déjà par les Toulousains. C'était à l'occasion du succès face au Loup Rugby hier 43-3. Et puis enfin, les Lionnes bordelaises étaient favorites face au Stade Toulousain et elles ont remporté un 3e titre consécutif, 32-24 pour les Lionnes bordelaises qui remportent donc leur 3e titre de championne de France de suite. Et on va en parler dans un instant avec Carla Arbez, demi-d'ouverture des Lionnes et du 15 de France qui sera avec nous dans quelques secondes. Juste avant cela, quand même une petite question qui est un lien avec l'actualité. Messieurs, qui va finir 13e ? 14e, Vannes semble, on va dire, promis à cette place parce qu'on voit mal Vannes faire un exploit à l'UBB qui a besoin de points ce week-end pour la 26e journée du top 14. Johan, qui va finir 13e ? Stade Français 41 points ou Perpignan 40 points ? Bah, là, sur le coup, Castres va faire tourner en vue des barrages. Moi, je dirais que ça va pas bouger. Hein. Ça va pas bouger. Statu quo. Philippe ? Statu quo en haut, statu quo en bas pour moi. D'accord. Statu quo, oui. Même si je vois Perpignan en difficulté à domicile, je pense que Toulouse va vraiment besoin là maintenant de trouver du rythme, du lien. Je l'ai dit il y a plusieurs semaines, mais là avec ce match de ce week-end, comme ils passent pas par la case barrage, ils sont à 3 matchs potentiels, hypothétiques d'une finale. Là, je crois qu'il n'y a plus trop de calculs à faire. Et donc, Toulouse, dans cette dynamique-là, va être très difficile à prendre. Donc, en effet, je vois pas trop Perpignan s'en sortir et passer devant même le Stade Français qui pourrait faire un éventuel faux pas à la maison. Donc, je crois, comme Johan, que ça va rester comme ça. Et que Perpignan se dirige vers un match de barrage. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils commencent à être habitués à ce type de scénario. Oui, c'est vrai, avec donc le finaliste de la Pro D2 qui sera soit Brive, soit Grenoble, soit Montauban, tombeur de Brive justement en demi-finale. Super exploit des Montalbanais. On va bien sûr reparler de la course à la 6e place qui met aux prises 3 ou 4 équipes. Voilà, on va en parler dans un instant avec Bernard Pontenot, le président de Pau, puis ensuite avec le Clermontois Benjamin Ourdapileta. Mais avant cela, honneur aux filles et on est très heureux d'accueillir dans les vraies voix du rugby sur Sud Radio, Carla Arbez, demi d'ouverture du Stade Bordelais, des Lionnes du Stade Bordelais. Et bonsoir Carla. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, demi d'ouverture du 15 de France également, 12 sélections. Et surtout, triple championne de France après une victoire samedi face à Toulouse avec les Lionnes. C'est une bonne habitude ?
Ouais, une habitude quand même pas, mais c'est vrai que ça fait 3 ans que c'est le même scénario, donc pourvu que ça dure. C'était la plus dure par rapport face à Toulouse cette fois-ci, le score 24-12 je crois de mémoire. Est-ce que c'était la plus dure? Ouais, elles sont toutes dures parce que on fait quand même à chaque fois une belle entame, mais on se fait toujours peur en deuxième mi-temps. La première contre Blagnac était quand même pas évidente parce que je crois qu'on perd tout le match à part les 5 dernières minutes où on arrive à le renverser, donc ouais, ça se vaut quand même entre la première et la troisième. D'accord, il y a du suspense en tout cas. Johan, ouais. Juste avec Carla Arbez pour voilà, c'était un clin d'œil quand même aux féminines, à l'élite 1 féminine pour démarrer cette émission, Johan. Non, bien sûr, je pense que le club de Bordeaux se porte plutôt bien. Les filles ont montré la voie aux garçons en s'imposant en champion de France depuis 3 saisons maintenant. On sent un collectif qui est plus que rodé parce que ce match face à Toulouse n'était pas évident, surtout quand elle commence à revenir en deuxième mi-temps avec cet essai. Mais voilà, on a vu des mots forts de la capitaine et félicitations à elle parce que gagner une fois, c'est pas facile. Mais le faire 3 fois, en tout cas, ça prouve la régularité et la qualité du groupe. Vous avez un Luis Enrique peut-être avec vous chez les Lyonnes ? François Ratier? Ouais, c'est vrai qu'il nous a fait du bien un peu sur la rigueur, sur un peu le projet de jeu là depuis 2 ans qui nous correspond bien, et c'est vrai que ça nous a fait du bien sur cette année de championnat. Ouais, avec donc ce 3e titre consécutif, Philippe Spanghero avec Carla Arbez, demi d'ouverture des Lyonnes du Stade Bordelais, championne de France depuis samedi. Ouais, Carla, bonsoir, félicitations d'abord parce que comme le disait Johan, c'est pas facile de rester en haut dans la durée. Moi, j'ai une question un peu avec le recul maintenant. Est-ce que ces dernières saisons, tu sens une densité dans ce championnat? Ça a été une question quand même posée régulièrement avec des écarts de score importants. On a senti qu'il y avait finalement peu d'équipes bien structurées et que donc pour rester préparé et rester focus sur le haut niveau, c'est pas facile avec des saisons en dents de scie, avec des écarts de niveau très importants. Est-ce que tout ça se réduit au fil des ans? Salut à toi et merci beaucoup, mais ouais, je te rejoins, c'est vrai que c'était hyper compliqué, un peu le championnat était un peu dévalorisé en poule, enfin les années précédentes c'était quand même assez compliqué, là cette année c'était la première fois que voilà, en poule unique comme les garçons sur des matchs aller-retour, bah, si déjà t'en as 3-4 qui sont costauds et c'est des matchs serrés, au moins ça t'en fait assez 7-8 dans la saison, donc c'est sûr que c'est mieux que les années précédentes. Après, oui, c'est compliqué que sur les 10 équipes du championnat, t'en as vraiment 4-5 qui sont accrocheurs. Et après, les autres, en manque de moyens, manque de structure, elles peuvent pas se permettre de s'entraîner autant que nous, on peut le faire, ou que le Stade Toulousain, par exemple. Bon, les garçons à Bordeaux ont été fêtés la semaine dernière dignement. C'était assez impressionnant. Est-ce que les Lyonnes ont été fêtés par le public bordelais ou pas? C'est encore un peu timide. Mais là, il y avait une belle réception à la mairie. Les gens sont venus, donc c'est cool aussi. On prend un peu la lumière des garçons de la semaine dernière. Donc, non, c'est top. Bon, ça monte en tout cas, et surtout vous confirmez les résultats. Carla, pour terminer, année de Coupe du Monde hein, cet été en Angleterre. Les 38 sont sortis. Voilà, c'est quoi le programme pour toi d'ici la Coupe du Monde? Du coup, fêter le titre, mais il va être fêté très vite parce qu'on repart dans 3 semaines avec l'équipe de France pour une prépa de un bon mois et demi, 2 mois, donc va falloir être en forme fin du mois déjà. D'accord. Bon, enfin, c'est 3 semaines, c'est un peu plus long que les footeux du Paris Saint-Germain. Eux, ils vont ce soir à Clairefontaine. C'est vrai. donc non, c'est vrai. En 3 semaines, on peut faire quelques fêtes quand même. Voilà. Oui. Bon, on peut se régénérer mentalement. Voilà, c'est pas mal. Et le programme pour balader le bouclier des filles, il va où? C'est condensé quand même. Hein. Il y a pas mal de partenaires là qui nous invitent pour montrer les boucliers. Un peu partout dans Bordeaux, donc non, c'est cool, ça va être une belle semaine festive. Eh ben, profitez bien en tout cas, on était très heureux, Carla Arbez, de vous avoir avec nous bien sûr dans cette émission, l'émission du lundi, pour revenir sur les temps forts du week-end et le titre des Lyonnes du Stade Bordelais en est un. Merci Carla, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio.
Dans un instant, retour au top 14 avec cette dernière journée de la phase régulière qui va se disputer samedi. On va bien sûr le vivre sur Sud Radio. Et pour en parler, on va accueillir deux invités. D'abord, le président de Pau, Bernard Pontenot, qui sera avec nous. Il fait partie de ces outsiders pour la qualification. Et puis ensuite, vers 20h30, il y aura Benjamin Urdapilleta, le demi d'ouverture de Clermont. Ensuite, Pierre Villepreux nous fera l'amitié d'être avec nous pour reparler vers 20h45 à peu près du titre du Stade Toulousain, le premier titre de l'ère moderne, on va dire, en 85. Ils étaient fêtés hier, les stadistes, sur la pelouse de Ernest Vallon. Restez avec nous, on revient dans un instant. Rio. Les vrais voix du rugby, Yoann Huget, Philippe Spanghero sont là, bien sûr, pour vous éclairer sur ces débats, notamment cette fin de saison de la 26e journée, qui est souvent la journée décisive pour les dernières places qualificatives ou pour le maintien. On est ravis d'accueillir notre deuxième invité, c'est Bernard Pontenot, le président de la section paloise. Bonsoir Bernard. Bonsoir François. Merci d'être avec nous en direct, avec Yoann, avec Philippe. Et parce que c'est vrai que le sprint final, il est là, il est important. Il y a encore une chance pour la section paloise depuis sa victoire samedi à Vannes, victoire bonifiée, victoire éclatante. Ouais, enfin une petite chance. Petite. Ouais, c'est conditionné à 5 points et c'est conditionné à 24 points d'écart. Donc, vous voyez, la mission est quand même... En recevant La Rochelle. Presque impossible, mais disons, elle sera jouée. Voilà, c'est l'état d'esprit. Je crois que les garçons, ils ont pas mal souffert cette année. On est allé jusqu'à 21 blessés, donc on a eu une saison un peu chaotique dans nos forces vives et je pense qu'ils veulent en tirer quelque chose. Alors, ou un top 6, bien sûr, ça serait... paradis, mais un top 8 certainement. Philippe Spanghero avec Bernard Pontenot, président de la section paloise, qui est actuellement 8e au classement. Ouais, 8e, bonsoir Bernard. On parle souvent de Pau et de votre stratégie, de votre politique payante, parce que c'est vrai que je me souviens de tes mots, il y a déjà 2 saisons maintenant, fait une saison très difficile où Pau avait failli descendre et où vous êtes resté accroché à votre vision en donnant du temps de jeu, en confortant tous ces jeunes joueurs qui aujourd'hui sont des éléments majeurs du dispositif. On a vu encore le match de Gaëton à Tissot-Bé ce week-end, la jeunesse que vous avez fait éclore. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à Pau selon toi encore en termes d'effectifs dans le projet pour accrocher ces 6 premières places? Peut-être un manque de croyance. Est-ce que vous y avez assez cru? Pardon, ça fait 2 questions en une, mais quand on voit la fin de saison et cette dynamique, on se dit peut-être qu'en début de saison, il vous a manqué d'y croire peut-être davantage. Oui, je pense que on a pris ce pari, Philippe. Tu l'as bien analysé. Bon, on est têtu, le Béarn est têtu, donc on a continué dans notre stratégie. Alors effectivement, les risques qu'on prend quand il y a un degré de maturation d'un groupe, voire de joueurs, qui est à faire, automatiquement, il y a des choses qu'on perd sur le final, où on manque un petit peu de nerfs, un petit peu de, je dirais d'expérience tout simplement, qui nuit à un rendement un petit peu plus régulier. Et on a souffert de ça. Alors y croire, non, je pense que dans la tête des gens, il y a cette capacité d'évolution. Maintenant, on commence à retrouver un groupe qui croit vraiment en ses forces, à ses capacités, qui a été gêné cette année pour les exprimer totalement. Mais finalement, il y a quelque chose de positif. On a eu, certes, pas mal de blessés qui nous handicapent et qui nous handicapent encore, notamment devant, mais je pense que ça a permis aussi à un groupe de maturer davantage et ça a ce bénéfice, c'est-à-dire que ça vous a permis aussi, vous savez, pour avancer, il faut des références et des mesures. Et en termes de mesures, je pense qu'on avait aussi un groupe qui a un petit peu vieilli en maturité et donc qui commence à devenir plus dangereux, plus efficace et plus régulier. Et donc, peut-être un bien pour un mal. Yoann Huget avec Bernard Pontenot, président de la section paloise. Oui, bonsoir. Moi, j'avais juste une question. On sent chaque début d'année que vous avez le potentiel pour intégrer ce top 6 avec la jeunesse, avec le recrutement qui est très pertinent. Et on a l'impression
je ne sais pas, qu'au milieu de la saison, vous n'êtes pas loin de victoire. Je pense à cette victoire au Stade Français, et c'est peut-être ces points qui vous manquent alors que ce match, il vous file entre les doigts. Est-ce que c'est le même ressenti que vous pouvez avoir avec un peu de regret malgré tout, et aussi de se dire que l'avenir est devant vous, mais comment essayer de d'élaguer un peu cette ambiance de, je sais pas, on a l'impression qu'il y a un peu la même histoire qui se répète chaque année. Ouais, c'est un peu vrai. C'est parfois ce qu'on se dit nous-mêmes, ce que tu énonces. Et une partie de la réponse est dans ce que j'ai dit précédemment, mais la deuxième réponse aussi, c'est, je pense qu'on a mis aussi l'accent sur quelque chose où il y a une adhésion, une raison d'être, un ADN. Disons, où on n'a pas choisi la facilité. Notre groupe, il est taillé aussi pour un rugby qu'on veut jouer. C'est une équipe qui, je dirais, probablement dans le top 3 de ceux qui ont le plus de temps de jeu dans ce championnat. Donc, il faut aussi en payer le prix et avoir la patience de construire ça sans perdre à la fois ses valeurs et ses convictions. Donc effectivement, et maintenant il faut consolider. Avoir des convictions, c'est bien. Il faut aller jusqu'au bout, c'est bien. Mais effectivement, on pourra plus se permettre d'avoir des hivers compliqués. Voilà. Donc c'est aussi une consolidation de groupe, une consolidation de moyens qui nous permettra un petit peu de passer ces caps-là et peut-être d'être plus fort sur certaines bases où je dirais, il y a des matchs un petit peu plus compliqués qui se passent sur des détails et sur des bases du rugby qui parfois nous font défaut. Voilà. Alors dire on joue trop, non. Je pense qu'on continuera à jouer, mais je pense qu'on doit être beaucoup plus précis et savoir gagner petit, quoi. Et savoir gagner moche. Et ça, parfois, on ne sait pas le faire. Ça c'est une piste d'amélioration, on va dire, pour le groupe actuel. Bernard, est-ce que ça veut dire que ça passe aussi par des arrivées de nouveaux joueurs? On sait qu'il va y avoir Montoya qui va arriver, il va y avoir Facundo Issa. Voilà. Est-ce qu'il y a encore est-ce que tu as encore des noms à nous annoncer? Il faut y aller. J'aurais été François, j'aurais été vraiment avec grand plaisir, tu vas te faire ce plaisir-là. Mais non, il y aura un ou deux noms, oui, sur la fin de saison, qui sont en train doucement de se conclure pour renforcer, je pense notamment devant, quoi. Mais quand tu quand tu recrutes Montoya et Issa, c'est pour gagner en expérience quand même, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui à ton groupe. Disons que Montoya, effectivement, c'est quelqu'un qui a vraiment choisi ce projet, parce qu'il était quand même aussi où il avait des propositions en France dans un club d'Aquitaine, et il a vraiment choisi Pau parce qu'il a pensé aussi à travers ce projet qu'il avait une expression personnelle qui quand même aurait été plus forte ici. Alors c'est ce qu'on cherche, donc c'est parfait, on verra à l'usure. Mais après Isa, vous avez tous compris, c'est quand même un gros porteur, on a besoin de ça dans le jeu qu'on pratique, et pour densifier ce paquet d'avant. Et puis aussi, donc il y aura, je pense, 2 autres recrues d'ici la fin de saison. Ok, sur des postes particuliers? Non, je pense qu'on se renforcera, allez, je ne tiens pas, mais on se renforcera, je pense, en première ligne à nouveau, et disons, on confirmera quelqu'un qui est déjà là, probablement sur la 3e ligne. Voilà. Bon, Philippe, peut-être pour une autre question avec Bernard. Une autre question. Donc, il y a en effet ce top 8 quand même, cette place en Champions Cup qui se joue pour Pau et qui viendrait payer quand même le travail d'une belle saison. Est-ce que quelque part, dans votre travail de construction, c'est pas un peu un cadeau empoisonné, parce qu'on se pose toujours la question de la jouer à fond, avec une profondeur de banc qui est toujours un peu délicate à gérer? Comment tu le vois, toi? Ça, c'est plutôt le cadeau d'une belle saison, ou aussi potentiel mal de tête dans la gestion de la saison qui suit? Non, mais tu sais, c'est comme un jeune qui touche le top 14 et qui est en U20 et qui touche le top 14, tu arrives à l'accélérer. Et je pense qu'on accélérera aussi le groupe en se mesurant dans ces championnats que la Champions Cup a vraiment un intérêt,
et un titre que c'est le championnat qu'on joue, mais le Championship a son intérêt. Donc je pense qu'on a prouvé cette année, à cause de peut-être pas mal de blessures, on a prouvé aussi que le groupe en globalité a bien évolué. Donc je pense qu'aller se mesurer dans ce championnat aussi, apprendre à travers ce championnat, je pense que c'est fait partie de ce qu'on souhaite ici, c'est-à-dire avancer doucement dans ce qu'on vise. Ouais, et vous visez haut, à l'image des jeunes, notamment de vos jeunes têtes d'affiche que sont Emilien Gaëton et Théo Tissot-Bé quand même, qui brillent et qui sont impressionnants. C'est vrai que la saison d'Emilien Gaëton elle a été forcément aussi tronquée par une blessure. Quels leaders ils sont dans ce projet, dans l'équipe, toi de l'intérieur? Je crois que Emilien a montré tout son talent. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a énormément évolué, avec des qualités intrinsèques. C'est un grand régulateur d'attaque. Théo, c'est quelqu'un qui apprend une vitesse grand V, qui est capable de corriger d'un match à l'autre ses défauts. C'est vraiment des joueurs surprenants. Et au passage, vous êtes des observateurs. Je vous signalerai un autre qui s'appelle Fabien Proboiré. Oui, tout à fait. Que je pense on verra rapidement ailleurs. Mais voilà, donc on est très fiers d'avoir ces jeunes-là. Et aussi on est très fiers de peut-être l'année prochaine en avoir 2-3 autres qui montreront leur bout de nez en top 14. Ouais, Johan, justement sur cette jeunesse là, sur ces leaders là, qu'est-ce qu'ils ont encore parce que quand même ils sont déjà très très hauts. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore apporter à leur club, parce que ils sont là, ils vont partir sans doute en tournée en Nouvelle-Zélande. Ils sont, on va dire, sur deux feux. Mais ce qu'ils peuvent apporter tout simplement, c'est acquérir de l'expérience au plus haut niveau pour justement gérer les moments de tempête qu'il peut y avoir à la sélection pendant l'hiver. Et garder le club à flot, parce que ce club il est stable, il est sain, les joueurs sont sains aussi, ils sont jeunes et remplis de talent comme on le dit, mais il faut garder cette constance qui peut leur manquer à certains moments. On pense à Théo Tissot-Bé quand il revient du tournoi où il est un peu en dedans, il est fatigué. Donc voilà, le fait de partir comme ça, de s'étalonner au plus grand sur des matchs compliqués, il va acquérir de l'expérience et pouvoir ensuite le diffuser à la section. Ouais. Bernard, j'avoue que je suis impatient de voir un peu plus Emilien Gaëton avec le maillot bleu. On l'a aperçu, on va dire. Il y a eu quelques sélections, mais c'est vrai que vu ce qu'il fait, notamment ce week-end à Vannes, on se dit que voilà, c'est un talent incroyable. Ouais, moi je pense que c'est un talent incroyable, et puis c'est quelqu'un qui est, je dirais, très structuré à tous les niveaux, et je pense que ça sera un grand leader aussi, au passage, au même titre qu'Hugo Radou d'ailleurs. Et donc, après Emilien, qu'est-ce qu'on peut dire? Emilien, c'est quelqu'un qui prendra de plus en plus confiance. Et donc de ce fait à haut niveau, et de ce fait il sera encore plus tranchant, parce qu'être un grand régulateur c'est bien, mais je pense qu'Emilien petit à petit il jouera les coups et il en jouera plus et il est capable de les jouer, donc je pense qu'il s'améliorera encore très vite s'il peut porter ce maillot bleu de manière un petit peu plus régulière. Bon, on peut lui souhaiter, en tout cas. On vous souhaite, Bernard et la section paloise, un beau final ce week-end. Ce sera samedi soir, bien sûr. Beau final, ça sera forcément plein parce que le public est fidèle à Pau, bien sûr, Bernard. Ouais, ça sera sold out. Ouais, il y aura. Ce sera plein. Voilà, avec une superbe ambiance comme toujours, la section paloise, voilà, qui peut terminer au pied du top 6, mais qui espère être dans le top 8. On verra ça en tout cas. Et à suivre, il faut donc une victoire bonifiée pour la section face à La Rochelle, qui est un concurrent direct, qui est 6e, et 24 points d'écart. Donc il va falloir des essais, du beau jeu et une bonne défense. Voilà le programme pour la section paloise. Merci Bernard Pontenot d'avoir été avec nous à vous tous. en direct sur l'antenne de
Sud Radio, c'est un plaisir et bonne fin de saison, bon dernier week-end. Dans un instant, on va parler d'un autre concurrent pour la qualification, c'est Clermont qui a cartonné ce week-end en deuxième période face au Stade Français. Clermont qui va aller aussi disputer, pourquoi pas, une qualification à Montpellier. Clermont 7e, on va en parler dans un instant avec Benjamin Urdapilleta, le buteur qui affole les compteurs. Restez avec nous dans les vraies voix du rugby. Les vraies voix du rugby, Yoann Huget, Philippe Spanghero, bien sûr, de 20h à 21h chaque lundi pour revenir sur l'actualité rugby. Cette lutte pour la qualification, on le rappelle, Philippe Spanghero et Yoann Huget, actuellement Castres est 5e avec 63 points, La Rochelle 6e 62 points, Clermont 7e 59 points et Pau 8e 57 points. Clermont se déplace à Montpellier et La Rochelle à Pau, donc ça veut dire qu'il va y avoir un peu ce duel à distance. Yoann, si j'ai bien compris ce que tu disais en début d'émission, statu quo en début d'émission, parce que tu le dis depuis de longues semaines que c'est La Rochelle qui va décrocher cette 6e place. Oui, bien sûr, ils ont un calendrier plutôt favorable depuis le début. On sent une équipe qui a repris confiance en elle et il y a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe, même si on les disait vieillissants, mais avec de l'expérience. Donc sur des matchs qui comptent, ils sont là, et ils sont bien présents. On a pu le voir l'année dernière quand ils ont gagné à Toulon. Ils ont failli battre si le Stade Toulousain avec un peu moins de fraîcheur. Je pense pas qu'ils puissent passer. Donc voilà, attention au Rochelet. Oui, Philippe, il y a pas une petite surprise qui peut se passer. Voilà, souvent dans ces 26e journées là, quand il y a des duels à distance sur les multis de fin de top 14, là, il peut se passer quand même des choses. Ouais, mais là, en regardant le classement, honnêtement, je vois pas trop comment ce qui pourrait arriver au Rochelet. Il faut que Clermont aille faire un gros coup à Montpellier. Montpellier a quand même le top 8 quand même en tête pour rester européen, ce qui serait une saison réussie du côté du MHR. Donc non, ouais, là sur la fin de saison, Yoann a raison quand même depuis le début sur la dynamique. Ils ont basculé avec cette victoire contre Bayonne. Ils ont retrouvé le chemin de la victoire, en plus désinhibés parce que plus grand chose à jouer sur le papier. Et puis ils se sont retrouvés. Donc sur la dynamique, je vois La Rochelle aussi. Voilà, La Rochelle, donc, dans cette quadrangulaire, Castres, La Rochelle, Clermont, Pau. Avec nous, donc, en direct sur Sud Radio, Benjamin Urdapilleta, l'ouvreur argentin de Clermont. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir. Merci d'être avec nous et d'ailleurs on peut se connecter sur l'appli Sud Radio ou le site sudradio.fr parce que tu es en visio avec nous et on aperçoit ton petit Brennus derrière toi. Ça c'est quand même sympa, bon souvenir de Castres 2018. Voilà, mais surtout c'est un nouveau trophée que tu as déjà décroché avant même la fin de la saison. On va bien sûr parler du déplacement à Montpellier dans un instant, mais c'est quand même ce record de points ce week-end où tu as détrôné Brock James en inscrivant 14 points face au Stade Français, 2499 points inscrits en top 14. Est-ce que ça fait plaisir et comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu avais coché ce moment dans ta tête? Moi, il m'avait dit Vincent, qui travaille ici dans la presse de Clermont. Il m'avait dit 3 matchs en derrière avant de jouer la Stade Français. Il m'avait dit que j'étais à 19 points de le record. Moi, franchement, je ne savais pas du tout que j'étais en train de dépasser le record des points de top 14. Donc, quand il m'a dit ça, je me dis, c'est bon, j'ai un nouvel objectif individuel à faire. Et après, c'était très beau de le faire aussi dans le dernier match à domicile au Stade Marseille-Michelin avec une victoire à 5 points importants pour rester dans les équipes possibles pour se qualifier. Donc, samedi, c'était une très, très belle journée avec aussi des familles qui étaient dehors. Ouais, pour cette dernière, il y avait notamment tout un hommage à Fritz Lee, notamment à Clermont. Yoann Huget et Philippe Spanghero sont à mes côtés. Yoann, peut-être avec un petit mot avec Benjamin. Non, salut Benjamin. Déjà félicitations pour cette carrière.
Ça prouve la longévité et la régularité que tu as pu avoir dans ton passage en France, en top 14. Et ouais, félicitations à toi. Et j'espère que, même si tu le sais, ça va être compliqué, je pense, pour vous qualifier, mais on peut vous espérer voilà, que les dieux du rugby soient avec vous et tout est possible. Oui, merci déjà pour la félicitation. Et oui, j'espère que le dieu du rugby va être avec nous samedi soir. Ben oui, ça va être très très compliqué. Déjà, de gagner à Montpellier, ça va être très dur. Et après, ça dépend pas que de notre victoire, ça dépend de les autres résultats. Donc, comme tu as dit, on espère que le dieu du rugby sera avec nous samedi soir. On l'espère. Philippe Spanghero avec Benjamin Benji ou Urdapilleta. Ouais, bonsoir Benjamin. D'abord, bravo pour cette carrière, parce que c'est vrai qu'en me préparant l'émission, là, je regardais quand même la longévité. Alors, tu étais le plus français. Il y a eu beaucoup de franco-argentins ou d'argento-français, mais toi, quand même, tu es arrivé en 2012 à Oyo, donc ça fait quand même la plus grosse partie de ta carrière a été faite ici, donc bon, ça explique aussi ce record. Mais moi, j'ai une question par rapport à ton arrivée à Clermont. On s'est tous posé la question à Clermont en se disant, voilà, la relation avec Christophe Urios que tu avais eue depuis Oyo. On sentait que Christophe avait besoin de toi, mais on se disait que tu étais là, que tu n'étais pas venu pour rester si longtemps, pour accompagner la jeunesse de Clermont, en acceptant peut-être d'avoir moins de temps de jeu. Et finalement, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Alors, est-ce que la donne a changé en cours de route ou est-ce qu'on n'avait pas forcément la bonne lecture au départ? Ouais, déjà, merci. Et après, non, quand j'ai signé ici à Clermont, j'avais signé, moi, dans mon idée, c'était de jouer un an de plus. C'était pas de faire 2 ans. Et ça, c'est vrai. Mais quand j'avais signé ici, quand j'avais parlé avec Christophe avant de signer, il me disait qu'il avait besoin de moi mais pas pour pas jouer, pour rester sur le banc de remplaçants ou en tribune. C'était aussi pour être sur le terrain avec le numéro 10. C'était ça aussi qui m'a motivé à venir ici, parce que moi comme un bon compétiteur, si je continue à jouer au rugby, c'est parce que je vais être sur le terrain les samedis, et sinon je rentrerai en Argentine avec ma famille tranquille en disant c'est bon, à l'époque j'avais 38 ans, et ouais, j'ai 38 ans, c'est bon, j'ai fini, mais comme Christophe m'avait dit que j'allais avoir l'opportunité d'être numéro 10, et donc c'est pour ça aussi que j'allais signer. Et après, au cours de la première année, au mois de décembre, Christophe m'a dit qu'il me sentait bien physiquement et tout, et qu'il ne savait pas trouver encore un numéro 10 pour cette année et pour l'année suivante. Donc, il m'a dit si je voulais jouer un an de plus. C'était difficile au début parce que ma femme elle était déjà prête à rentrer en Argentine. Et donc, j'ai dû la convaincre de rester un an de plus. Et comme il a fait, comme toute ma carrière m'a suivi, il a continué à me suivre et il a accepté de faire un an de plus. Donc, c'est pour ça que je suis resté aussi. Voilà, donc là, c'est sûr, tu rentres en Argentine. On a compris que ta femme, là, elle veut plus rester à Clermont, quoi. Non, c'est pas qu'elle ne veut pas rester à Clermont ou en France, parce qu'on adore la France. Comme vous avez dit, on est arrivé en 2012 avec elle, je suis arrivé, et ça fait 13 ans qu'on est ici, on est très bien, on adore la France, on a des amis ici, mais depuis qu'on est parti de l'Argentine, que c'était en 2010, et on se dit tout le temps que nous, on est très familiers, on est des copains, des amis, notre culture. Même si on est bien ici en France, ce n'est pas le même que vivre en Argentine. Donc, le club de Cuba également, qui est ton club à Buenos Aires. Oui, c'est ça. Ouais. Ça. Après l'avantage, c'est que tu es sûr d'avoir une femme qui t'aime, parce qu'elle est restée, après avoir passé autant de temps à Oyonnax, à Castres et à Clermont, tu es rassuré quand même sur l'amour qu'elle te porte. Ah oui, non, ça c'est sûr. Déjà, quand je suis arrivé en Angleterre, à Londres, et de Londres, on est passé à Oyo. Donc, imagine que c'était pas... C'était un choc. C'était un choc pour eux, parce que de passer à Londres, de Buenos Aires, Londres, Oyo, c'est pas facile. Mais, non, franchement, oui. C'est important d'avoir une femme qui te suit, qui est avec toi, parce que sinon, c'est compliqué.
Voilà. On rappelle donc Harlequins, un challenge européen en 2011 et le championnat d'Angleterre en 2012 quand même. Ça veut dire que ce long séjour en Europe s'est bien passé. Ça serait bien quand même de terminer par une qualif. T'y crois pas alors, Benjamin, là, à cette qualif parce que c'est vrai que bon, ça dépend de la performance de La Rochelle à Pau, mais enfin ça dépend aussi de vous. Vous devez aller gagner à Montpellier. Après votre deuxième mi-temps, on peut se dire quand même qu'il y a plus que du potentiel là, à Clermont, votre deuxième mi-temps contre le Stade Français ce week-end. Hein. Oui, dans cette équipe, il y a du potentiel, mais le problème c'est qu'on ne peut pas les montrer 80 minutes ni 60. On les montre des fois 20 minutes, 30. Là, cette fois-là, ce week-end, c'était 40 minutes. Parce que franchement, la première mi-temps qu'on a fait, c'était une équipe de, je ne sais pas de top 14. Donc, on a montré deux vraiment différents visages samedi. Donc, si on fait le même à Montpellier, ça ne va pas passer. Hein, parce qu'ici, au Stade Marcel-Michelin, c'était plus facile avec les supporters et l'ambiance. Donc, moi, je crois beaucoup à la qualif. Et moi, je refuse d'arrêter ma carrière professionnelle le week-end prochain. Je refuse complètement. Donc j'espère que je vais finir avec un barrage minimum. Donc, pour l'instant, il faut nous se concentrer surtout sur nous, sur notre match contre Montpellier, et après on verra le résultat des autres. Ouais. Qu'est-ce qui reste comme souvenir fort? Alors, le meilleur est peut-être à venir avec Clermont. On imagine une qualif et voilà, les choses peuvent aussi s'enchaîner, bien sûr. Mais là, comme ça, si la carrière ou en tout cas le séjour en France devait s'arrêter, quel souvenir te reste-t-il le plus fort là, comme ça, si tu dois faire un podium des 3 meilleurs souvenirs en France, Benjamin? 3 meilleurs souvenirs. Je veux dire, mon premier année en Pro D2, moi jamais dans ma vie, je m'aurais imaginé jouer en Pro D2 à Oyonnax. Et au final, c'était cette année-là grâce à cette année-là que j'ai commencé à construire ma carrière ici en France. C'était imaginable quand je suis arrivé à Oyo. Donc, je vais mettre cette année-là, qui en plus on a monté pour la première fois de l'histoire avec Oyonnax. Et cette année, je vais faire aussi deuxième année de top 14 à Oyo, on a pu se qualifier. J'ai fait un top 4. Top 4, laissez-moi top 4. Top 4. il y a un troisième ex-aequo. Ils sont deux sur la troisième match du podium. Donc, alors 2 d'Oyonnax, 1 et 2. Et donc, il reste, j'imagine. Le numéro 1, bien sûr, c'est les Venus. Bien sûr, c'est les Venus. Là, c'est sûr que c'est les Venus de top 14 avec Cast en 2018. Numéro 2, c'est la montée. Et on va faire égalité. Troisième, c'est, comme j'avais dit, les barrages avec Oyonnax, qu'on a trouvé à Toulouse à la fin. Et aussi, je vais dire, la demi-finale qu'on a gagnée contre Toulouse avec Cast en 2021, je sais pas, 2021 ou 2022. Parce que je pense, même si après, le match d'après la Stade de France, c'était compliqué. En 22. Ces matchs contre Toulouse, franchement, c'est surtout parce que c'était, pour nous, Cast, c'était un derby, c'est le match de l'année. Et on a pu battre cette grosse équipe de Toulouse en plus, avec tous ces grands joueurs qui sont à Toulouse. Battre cette équipe en demi-finale, c'était incroyable aussi. Il y a quand même une relation particulière avec Christophe Furios, quand même. Toi, tu parles le Rios couramment. Bah oui, bien sûr. J'ai passé avec lui, avec Clermont, ça va être 3 à Oyo, 4 à Castres et 2 ici à Clermont. Donc 9 années, sur 12, sur 13 en France, j'ai passé avec Christophe. Alors, bien sûr que je le connais très bien. Et aussi parce que c'était lui qui était ici à Clermont, que aussi je suis accepté de venir ici. Hein. Parce que je me disais aussi que finir avec les coachs qui m'a fait venir en France, qui m'a fait découvrir la France, qui m'a donné l'opportunité de me montrer ici en France, et que j'avais aussi fait des choses exceptionnelles à Oyo et Castres avec lui. C'était un beau final de carrière aussi de finir avec lui.
Quentin Cabanis avec Benjamin Urdapilleta. Bonsoir déjà. Ça fait un plaisir là de parler. Là, tu parles un vrai. Là, supporter tu vois, là, quand on parle à une vraie légende, ça fait la différence. Mais c'est insupportable ce mec. Moi, j'ai une question pour Benjamin. T'as croisé pas mal de numéro 9 de très très haut niveau, notamment Rory Cocotte, Antoine Dupont, etc. Qu'est-ce que tu penses de Baptiste Jeannot? Quel avenir tu lui prédis? Baptiste Jeannot, on l'a vu ce week-end, il y a un potentiel énorme. C'est un joueur qui a physiquement des qualités hors normes. Et il a beaucoup de puissance, il va vite, il plaque, il rate. Le solvement, on va dire maintenant, c'est que les jeunes qui doivent apprendre comment jouer au niveau, mais je pense que dans 2 années que je suis là, il commence vraiment à monter en puissance avec ça, avec comment gérer un match. Et je pense qu'il a un bon avenir. Après, ça va dépendre de lui aussi s'il est sérieux ou pas, parce qu'on ne sait jamais, les joueurs, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils font après. Donc, qu'est-ce qu'il a comme objectif? J'espère qu'il va être sérieux, qu'il va bien faire les choses pour espérer être un grand joueur pour la France. Et un grand leader pour l'ASM dès ce week-end à Montpellier. Donc voilà, les dieux du rugby. Comment tu fais? Tu pries pour les dieux du rugby pour qu'ils soient avec vous? Comment tu fais toi, Benji? Oh, non. Je me focalise sur moi et bien sûr sur l'équipe. Et après, si nous on fait bien les choses, le dieu de rugby va venir avec nous. Et il va comprendre qu'on mérite d'être là. S'il ne mérite pas, il va pas être avec nous. Eh ben voilà, Johan, dernier petit mot peut-être pour Benjamin et puis on vous libère, messieurs. Non, mais félicitations. Et en tout cas, fera un maximum de plaisir parce que ce match-là va passer vite. Il y aura beaucoup d'émotions et voilà, profite de chaque instant et bonne chance pour la suite. Hein. Merci beaucoup, Johan. Et oui, j'espère bien profiter ce match. Je suis convaincu que ça va être pas mal le dernier match. Et après, oui, on verra. C'est sûr que ça va me manquer la rugby, c'est sûr. Mais mon corps, il a besoin de se reposer aussi. Donc, et de revenir et de repartir en Argentine. Merci Benjamin Urdapilleta, bon match, avant-dernier ou dernier match, ou on verra en tout cas, ou avant-dernier. Enfin bon, en tout cas, bonne fin de saison avec Clermont. Merci Benji, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va bien sûr clôturer cette émission en parlant du Stade Toulousain, avec notamment l'un de ses entraîneurs mythiques, Pierre Villepreux, un de ses joueurs mythiques, Pierre Villepreux, qui sera avec nous dans un instant dans les vraies voix du rugby. Ils ont donné le coup d'envoi du match entre Toulouse et Lyon, remporté par le Stade Toulousain hier à Ernest Vallon. Ce sont les champions de France de 1985. Voilà, 40 ans déjà que ce titre qui avait illuminé le Parc des Princes, le premier de l'ère moderne du Stade Toulousain. Eh bien, les héros de cette épopée étaient au Stade Ernest Vallon. Ils étaient bien sûr avec leur entraîneur de l'époque, Pierre Villepreux, qui est avec nous. Pierre Villepreux que l'on ne présente plus et qu'on est heureux d'accueillir ce soir sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Pierrot. Bonsoir à tout le monde. Johan Huget là, bien sûr, Philippe Spanghero. Johan Huget, quand je dis Pierre Villepreux, forcément, le joueur du Stade Toulousain que tu es, l'ancien en tout cas, ça lui parle. Et il n'est pas là, Johan. Philippe aussi. J'ai pas entendu exactement. Non, je disais forcément quand je te dis Pierre Villepreux, forcément ça évoque un truc. Ça évoque tout l'image du Stade Toulousain, le jeu qui est d'aujourd'hui et hier et de demain, parce que c'est Pierre qui est à l'origine de tout ça et tout le monde le sait. Voilà, et les Toulousains ont été fêtés. Pierre, cette cérémonie hier, elle vous a ému, elle vous a réunis déjà, ce qui est, j'imagine, pas fréquent, mais est-ce qu'elle a été émouvante pour vous ? Oui, elle a été très émouvante parce que pour une fois, tout le monde a répondu. Tous ceux qui pouvaient encore être ici, c'était magique, c'était du plaisir, des anecdotes.
se retrouver ensemble, prendre le bus pour aller jusqu'à Midi Olympique et la Dépêche, retrouver les places que l'on occupait précédemment, 40 ans avant. Bon, tout ça a fait que ça a été une journée magnifique, très bien organisée par le Stade Toulousain, et je dois remercier Didier Lacroix et Hugo Mola, Jérôme Casalbou d'avoir pu nous offrir ce moment de joie et une rencontre qui ne se reproduira certainement pas. Pierre et Philippe Spanghero qui est avec nous bien sûr, et Philippe qui connaît bien la maison du Stade Toulousain et que tu connais bien puisque tu jouais quand même avec son oncle Walter au Stade Toulousain. Oui, je jouais avec moi personnellement, j'ai joué avec Walter et avec Claude. Avec Claude, bien sûr, en équipe de France, mais au Stade Toulousain en tout cas avec Walter. Philippe, avec Pierre. Ouais, Pierre, bonsoir. Ça me fait plaisir de te parler. Donc, comme le disait Johan, c'est vrai que tu es quand même l'instigateur de tout ce qui a suivi derrière et de ce qu'on a appelé l'ADN toulousain. Il y a cette volonté de transmission qui te quitte pas malgré les années, puisque j'ai un de mes amis qui a été un de mes grands éducateurs au Stade Toulousain et qui est toujours un élément important du dispositif, qui s'appelle Samuel Lacombe, qui m'a appelé il n'y a pas longtemps pour un projet que vous portez ensemble encore à destination des jeunes. Qu'est-ce qui t'anime toujours et qu'est-ce que tu essaies de transmettre en termes de vision du rugby à ces jeunes aujourd'hui? Ce que j'essaie de transmettre, c'est simplement de savoir, d'arriver par son engagement dans le jeu, à travers le jeu et à travers le plaisir que l'on y prend, eh bien d'intégrer les bases essentielles, les fondamentaux de ce jeu, à savoir comment avancer, comment soutenir le porteur de balle, comment être toujours en mouvement pour que le jeu ne s'arrête pas. Et ça s'enseigne, je dirais. Et le mode d'enseignement du rugby des plus petits jusqu'aux plus grands, il est identique. Et c'est cette dynamique-là que l'on a essayé avec Robert Bru, puis après Jean-Claude Strella, de mettre en place à Toulouse dans les années 80. Et on a bien été aidé pour le faire par la liberté qui nous a été donnée par les dirigeants du moment, et en particulier Jean Fabre. Et donc il y avait Pierre, pardon, et donc il y avait eu ce premier titre en 85, puis en 86, puis en 89. Il y a eu ensuite la série des années 90, mais que ça perdure encore. Toi qui a été on va dire le rénovateur de cette méthode toulousaine, comment quand tu étais hier au stade, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque? Pourquoi ça perdure? Parce que le stade a su, dans la continuité et en tenant compte des bons résultats, eh bien, préserver à la fois l'esprit et le mode d'enseignement du jeu. Puisque derrière Jean-Claude Strella et moi-même est arrivé Guy Nobès, qui est sorti du Stade Toulousain, qui a vécu ce mode d'enseignement du jeu. Puis ensuite est venu Hugo Mola, qui de même a été éduqué à la mamelle du jeu de mouvement. Et donc tout ça fait que les entraîneurs, ils ont vécu ça. Et donc ils essaient non seulement de le reproduire, mais de l'améliorer, et je dirais même de l'intensifier, ce qui est le cas de Hugo Mola aujourd'hui. Pour discuter très souvent avec lui, je crois qu'il est très profondément attaché aux bases qui ont été créées il y a maintenant une quarantaine d'années. Oui. Est-ce que ça veut dire que, quand tu dis, Pierre, que vous parlez souvent avec Hugo, est-ce que ça veut dire que parfois il t'appelle pour un conseil ou quelque chose? Enfin, vos échanges sont fréquents? Non, les échanges ne sont pas ni recherchés, c'est des fois le hasard de se rencontrer, de se retrouver, de discuter ou d'envoyer un mail simplement ou un message pour le féliciter de mon match du Stade Toulousain. Voilà, ça s'arrête à ça. Mais chaque fois qu'on se rencontre, on évoque à la fois le jeu et la manière de le mettre en œuvre dans les entraînements. Ceci dit, je voudrais le remercier, Hugo, parce que hier, quand il nous a reçus, il nous a fait entrer dans le vestiaire des joueurs avant le match. Et ça, c'est rare pour ne pas le magnifier.
Et je le remercie, et tout le monde a été très touché de cet accueil et des mots très pertinents qu'il a su trouver pour exprimer justement comment l'histoire, on ne devait pas la brader, mais il fallait essayer de perpétuer ça dans l'avenir. Philippe Spanghero, pour peut-être une question encore avec Pierre Villepreux, ou une remarque. Ouais, Pierre, non, une question. Quel est selon toi, dans ta longue carrière, le coach, le grand coach que tu as croisé, qui n'est jamais passé par Toulouse et qui, dans la philosophie, se rapprochait le plus de tout ce que vous avez toujours prôné? Alors, c'est simple. C'est quelqu'un qui n'était pas connu au départ, qui était un enseignant d'éducation physique. Et quand j'étais étudiant en éducation physique, je suis monté à Arras, là où il était, parce que j'avais eu connaissance de la méthode qu'il utilisait, qui était novatrice, et qui, au bout d'une semaine, je suis rentré à Toulouse en me disant, bon, eh ben, on change tout, quoi. Tout ce que j'ai appris pour jouer au rugby, eh ben, c'est plus comme ça qu'il faut l'enseigner. Il faut le faire différemment. Et ce monsieur s'appelait Monsieur de Leplace, qui a écrit des bouquins, en particulier sur le jeu de mouvement. Et je crois qu'il y a eu toute une formation des professeurs d'éducation physique qui se sont fait grâce à ce monsieur, et qui a changé, ce qui a changé complètement le mode de formation, je le répète, des débutants jusqu'au plus haut niveau. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces méthodes? Avant, on parlait de Leplace, de Conquet, puis il y a eu Villepreux, opposé à Fouroux, etc. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ça dans ce rugby, parce que qui semble, on va dire, pas uniformisé, mais en tout cas avec la data, on sent que toutes les équipes jouent malgré tout un peu de la même façon. Ben, il reste que le rugby, c'est un jeu d'intelligence, c'est un jeu d'adaptation, c'est la capacité à déséquilibrer l'adversaire et à profiter de ce déséquilibre pour préserver le mouvement qui avance, tout simplement. Alors ça c'est toujours d'actualité, cette méthode, elle l'est plus que jamais, parce que les règles qui sont édictées par World Rugby, le législateur, vont toujours dans ce sens. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour qu'il y ait toujours plus de mouvements. Et c'est bien qu'il y ait des équipes qui, quand ils sont dans ce registre-là, eh bien, montrent que l'on peut gagner. C'est le cas du Stade Toulousain, mais c'est aussi le cas de Bordeaux et de beaucoup d'autres équipes aujourd'hui qui nous produisent un rugby qui est extrêmement intéressant et qui colle tout à fait avec un jeu qui soit spectaculaire, qui soit efficace, et où les joueurs ne sont pas des robots, mais simplement des hommes qui comprennent ce qu'il faut faire, qui donnent du sens à ce qu'ils font, et qui arrivent à se distribuer correctement quand qu'ils soient près du ballon, ou qu'ils soient un peu plus loin du ballon, ou très loin du ballon. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des joueurs qui n'ont plus de numéro dans le dos, parce que cette répartition sur le terrain de jeu quand le ballon est en mouvement, eh bien, c'est ça qui fait la différence. Ouais, un petit mot quand même sur l'équipe de France, pour terminer, Pierre, quand même sur cette équipe de France qui nous a séduit pendant le tournoi. Tu trouves qu'elle a changé des choses, et est-ce qu'elle t'a séduit à toi aussi? Ah oui, elle m'a séduit. De toute façon, on est sorti du jeu de dépossession, et ça c'est une très bonne chose. Et d'autre part, on a donné, me semble-t-il, plus de liberté aux joueurs. Ils s'expriment plus librement, donc ils sont moins tétanisés par les erreurs qu'ils pouvaient faire. Et quand il y a une erreur, eh bien, c'est une expérience de plus qu'ils ne reproduira pas le coup d'après. Non, l'équipe de France est sur la bonne voie, à mon avis. Eh bien, on l'espère, et notamment elle ira en Nouvelle-Zélande, hein, là où toi aussi tu étais parti en tournée dans tes jeunes années, Pierre. Voilà, on rappelle quand même que tu auras
82 dans un mois, dans 33 jours. Oui, non, je vais avoir 82 dans un mois, oui. Eh ben voilà, écoute, c'est un plaisir en tout cas de t'entendre et de te savoir en bonne forme. Pierre Villepreux, donc entraîneur et légende du Stade Toulousain, pour revenir sur les 40 ans du titre. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Bonne soirée, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Yoann Huget, Philippe Sanguero, messieurs, bonsoir. Et Quentin, bien sûr, on retrouve tout de suite Jacques Pessy, les clés d'une vie avec Marie-Paul Bell. Bonne soirée sur Sud Radio.